C'est maintenant Lucille Pic de l'ICV qui est avec nous sur scène, responsable des expérimentations œnologiques. L'ICV est spécialisé en conseil autour de la viticulture, l'œnologie, le conditionnement et le développement durable. On va voir avec elle quelles sont les conséquences de l'augmentation des rendements sur la qualité des vins. On revient un instant avec vous sur l'état sanitaire du vignoble qui est de plus en plus difficile à maîtriser. Oui, alors on m'a demandé de faire cette intervention sur les conséquences de l'augmentation des rendements sur la qualité des vins. C'est un très beau sujet. Moi, je suis plutôt responsable des expérimentations dans mon entreprise. Et figurez-vous que sur cette thématique, il n'existe aucun travaux expérimentaux proprement dit, ni aucune étude à grande échelle pour regarder un peu effectivement qu'est-ce qu'il en est de l'augmentation des rendements sur les qualités des vins proprement dit. Donc sur la présentation qui va suivre, je vais m'appuyer sur les premiers résultats concernant l'augmentation des rendements sur les caractéristiques des raisins, parce que vous savez tous qu'on ne peut pas faire un bon vin sans un bon raisin, ça c'est clair, et que c'est avant tout ça qui va impacter la qualité de vos vins, les caractéristiques de vos raisins. Et puis ensuite, je vais compléter ma présentation plus par comment on fait pour s'adapter aux variations des qualités des raisins en vinification pour essayer d'obtenir le vin le plus adapté possible à notre marché. Donc effectivement, un des premiers impacts auxquels on peut s'attendre lorsqu'on va mettre en place des modalités culturales pour augmenter le rendement, c'est éventuellement un effet sur l'état sanitaire. Alors ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les conséquences que je vais vous présenter là de l'augmentation des rendements, ce n'est pas des choses qui vont être systématiques, c'est plutôt des choses qu'on peut voir apparaître, qu'on risque d'avoir apparaître, mais on l'a vu avec la présentation précédente, selon les options que l'on va choisir en termes d'itinéraire culturel pour augmenter les rendements, la façon dont on va justement gérer ces amendements, on va avoir des impacts qui peuvent être très différents sur les caractéristiques au vignoble. Donc effectivement, quand on cherche à augmenter le rendement sur une parcelle, on va avoir tendance à augmenter la végétation qui va être plus luxuriante, augmenter la vigueur. Et on sait que dans ce contexte-là, avec des grappes éventuellement plus grosses et plus compactes, on va se retrouver avec une maîtrise de l'état sanitaire qui va être plus difficile. Parce qu'elles vont être plus difficiles à atteindre par les traitements. Et en bio, c'est accru puisqu'on a un nombre de produits beaucoup plus limité en termes d'intervention par rapport à ça. Donc la maîtrise du risque, le fait d'avoir un risque dégradé fait partie, un état sanitaire dégradé fait partie des risques. Là, on a une publication qui montre comment ils ont corrélé le poids des bois, donc qui est un indicateur, je dirais, de la vigueur et donc du rendement, avec l'état sanitaire, et on voit qu'on a une augmentation effectivement de l'intensité d'attaque avec l'augmentation des poids en bois. Donc ça fait partie des premières choses que le vinificateur va devoir gérer par rapport à l'état du raisin. C'est éventuellement des raisins un peu plus dégradés en termes d'état sanitaire, ou alors des raisins dont l'état sanitaire est un peu plus difficile à tenir, ce qui va peut-être parfois l'amener dans certaines situations à devoir récolter avec des maturités un peu moins avancées que ce qu'il souhaiterait faire. Un autre impact que l'on peut être amené à observer de l'augmentation des pratiques, du changement des pratiques culturelles pour une augmentation de rendement sur les qualités des raisins, est lié au fait que l'on va éventuellement modifier le rapport SFE surcharge au niveau du vignoble. Et donc si on a, je dirais, une diminution de cette SFE surcharge en lien avec l'augmentation de la charge, on peut avoir des effets sur la maturité et l'état d'avancement des maturations, où là vous avez comparé en vert une parcelle avec un SFE surcharge plus élevé que la parcelle qui est en orange, et on voit clairement que sur un suivi de maturité à 2 dates, plus le SFE surcharge est élevé, donc plus la charge est faible relativement, plus la maturité est avancée à une date donnée. Et en parallèle de ça, ce que l'on a pu observer sur ces parcelles, c'est qu'on a aussi une différence en termes de concentration en polyphénol, et notamment en termes de couleur potentielle qui avait été ici mesurée par un indice d'anthocyanes. Et donc les parcelles qui ont les charges les plus élevées, représentées ici en rouge, se retrouvent avec une composition en polyphénol et en anthocyanes inférieure à peu près de 15% par rapport à l'autre parcelle. Donc ça aussi,
aussi, ça fait partie des caractéristiques de raisin auxquelles le vinificateur va devoir s'adapter, qui vont impacter les vins obtenus par la suite. Toujours dans ce style de tendance à la dilution, un autre exemple d'effet que l'on peut être amené à observer, illustré ici par des travaux qui ont été faits sur un vignoble sud-américain, mais qui montrait qu'en augmentant la charge, on passe on est sur des rendements très élevés, parce qu'on est sur du 12 tonnes et du 18 tonnes hectares, en augmentant les rendements, on a une baisse significative de la teneur en précurseurs aromatiques sur ce cépage blanc. Alors, encore un dernier facteur dont on peut être amené à gérer l'impact sur les raisins au niveau de la vinification, ce sont les équilibres acides. J'ai volontairement choisi cet indicateur-là parce que c'est vraiment une illustration du fait que selon les itinéraires techniques et la façon dont on travaille au vignoble, on va impacter différemment les équilibres dans les vins. Par exemple ici, sur la partie de gauche, il s'agit d'un graphique où on compare des parcelles témoins avec des parcelles conduites en taille minimale. C'est pas des parcelles, c'est des blocs au sein de parcelles. Et donc ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'en passant en taille minimale, etc., on avait une augmentation significative du rendement, de l'ordre d'à peu près 50%. Et qu'au niveau des pH obtenus sur ces raisins-là, récoltés tous à une maturité technologique en termes de sucre qui est équivalente, on a un effet sur le pH avec une diminution significative du pH malgré l'augmentation du rendement, donc de 0,15 à 0,20 unités pH. Et si on regarde le graphique de droite, où en fait on a joué sur l'augmentation du rendement à travers une fertilisation et notamment, comme on disait tout à l'heure, une association d'azote et de potasse, on voit que le fait d'augmenter les apports de potasse, en passant de entrée plein c'est 0 potasse et entrée le pointillé le plus fin on est à 120 unités potasse, là au contraire on a une augmentation du pH de 0,10 à 0,30 unités pH. Et donc cette augmentation qui se mesurait sur les jus, c'est aussi mesurée sur les vins derrière. Donc le vinificateur, il va devoir travailler avec des raisins qui ont été obtenus à partir d'itinéraires techniques différents qui ont pour objectif d'augmenter les rendements. Donc il va déjà devoir prendre en compte les évolutions éventuelles de la matière première. Et à partir de là, il a différents outils de vinification à sa disposition. Ces outils de vinification, il va les utiliser pourquoi? Il va les utiliser dans un premier temps pour essayer de faire un vin sans défaut, c'est notre objectif à nous, qu'on soit en bio ou en conventionnel. Ensuite, son deuxième objectif, c'est quand même d'arriver à orienter sa vinification pour avoir des profils de vin qui soient différents et qui soient conformes à ce qu'on attend de lui en termes de mise en marché. Ce qui va l'amener, pour certaines caractéristiques de raisin dont je viens de parler, notamment sur les aspects un peu dilution, à devoir essayer de concentrer peut-être ou compenser le manque de concentration de ces raisins. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que malgré le panel des outils de vinification qu'on a à disposition, selon dans la façon dont ces augmentations de rendement ont été obtenues, on n'arrivera pas à compenser totalement l'évolution des caractéristiques des raisins. Et donc, il faut bien avoir en tête qu'à partir du moment où on va augmenter très significativement les rendements avec des pratiques culturales qui peuvent impacter fortement la composition des raisins éventuellement, il va falloir, au niveau de la gamme, au niveau des types de vins qu'on va mettre sur le marché et qu'on va produire, se faire à l'idée en tant que vinificateur qu'on va changer ses objectifs. On va passer sur des styles de vins différents, on va peut-être même changer sa gamme de produits, on verra tout à l'heure que par exemple on va se mettre à faire plus de rosé que ce qu'on faisait antérieurement, parce qu'on a peut-être des raisins un peu moins colorés, avec des maturités un peu plus faibles, et que ça correspond mieux à une valorisation en rosé qu'en rouge traditionnel. Alors en termes des outils de vinification qu'on a à disposition, si on est amené à devoir corriger l'état sanitaire, ces outils-là, ce sont des outils qu'on utilise généralement en conventionnel, donc que ce soit du tri de la vendange à l'utilisation du SO2, la mise en place de clarification précoce, l'utilisation éventuellement sur des raisins rouges, voire sur des raisins blancs maintenant, de traitements thermiques qui permettent d'annuler les effets des enzymes d'altération. Tous ces traitements-là, même si vous êtes en bio, c'est tout à fait utilisable. Alors dans mon discours, je parle bien bio, je ne parle pas zéro sulfite, on est d'accord? Parce que là, c'est une contrainte supplémentaire qu'on ne va pas aborder forcément aujourd'hui.
Les deux seules limites techniques, éventuellement, pour corriger un état sanitaire un peu dégradé, ça va être l'impossibilité d'utiliser les enzymes bêta-glucanase et la limite sur le type de colle que vous pouvez mettre en pratique pendant les phases de clarification, puisqu'on sait que la PVPP, qui est une colle qui fonctionne bien sur ces problèmes liés aux altérations, ne va pas être autorisée en bio. Cependant, il y a d'autres colles maintenant végétales qui sont à disposition en bio et qui donnent des résultats satisfaisants par rapport à ça. Concernant l'objectif zéro défaut, une des grandes lignes pour faire un vin à zéro défaut, c'est d'assurer les fermentations, que ce soit les fermentations alcooliques ou les fermentations malolactiques. Si vous arrivez à assurer un bon déroulement de ces étapes de fermentation, de ces étapes-là, normalement, déjà en termes de défauts rédhibitoires commerciaux, vous avez fait une grosse partie du travail. Et donc les outils qui sont utilisés en conventionnel, en fait, vous les avez tous à disposition en bio. Il n'y a pas de limite particulière. Vous pouvez utiliser le levurage, vous pouvez utiliser les pieds de cuve. Vous pouvez gérer vos turbidités, gérer les températures des fermentations, gérer les apports d'oxygène éventuellement nécessaires pour bien maîtriser la fermentation alcoolique. Concernant la nutrition azotée, vous avez des préparations autorisées à disposition. Alors il faut faire attention selon la réglementation dont vous dépendez. Si vous êtes en bio européen ou si vous êtes en OP, voilà, il y a un produit qui est autorisé d'un côté, c'est le produit évidemment qui est interdit de l'autre, donc il faut faire attention à ça, mais vous avez des choses à disposition. Puis enfin, tout ce qui va être aussi maîtrise des fermentations malolactiques, si vous voulez faire appel à des apports de levain bactérien, il n'y a pas de limite réglementaire par rapport à ça. Donc vous n'avez pas d'impasse technique, je dirais, par rapport à ces problématiques-là, en bio, pas plus qu'en conventionnel. Après, vous allez chercher à orienter votre profil organoleptique. Donc il y a plein de choses à disposition. Ça va être le froid, par exemple, pour travailler sur les macérations préfermentaires à froid ou sur les macérations sur bourbe. Que ce soit des raisins à petit rendement ou à gros rendement, vous pouvez obtenir des résultats satisfaisants. Et là aussi, en bio, vous n'avez pas de problématique particulière. A l'inverse, toutes les techniques de chauffage, elles sont ouvertes, vous pouvez les utiliser, ça va fonctionner. Vous pouvez choisir une levure qui va orienter votre profil organoleptique vers un style ou vers un autre. Vous avez à ce jour, en tout cas en bio, encore la souplesse de choisir la levure. Piloter les durées de macération en vinification en rouge, en court, en long, que ce soit des raisins à gros rendement, petit rendement, pas de problème particulier. La mise en œuvre de l'élevage sur lit est peut-être un peu plus délicate en bio. Il faut faire attention par rapport au SO2 dont l'usage va être un peu limité. Mais normalement, ça fonctionne. Les deux seules choses qui peuvent vous manquer, qui sont des outils qu'on utilise pour piloter les profils organoleptiques des vins, c'est la nutrition azotée organique, puisque les travaux récents ont mis en évidence l'intérêt de choisir le type de nutrition organique qu'on mettait en œuvre pour orienter un peu les profils des vins. Comme vous n'avez pas accès à cette nutrition organique, c'est une porte qui se ferme pour vous. De même que les auxiliaires de vinification à base de levure sèche inactivée que vous ne pouvez pas utiliser. Mais sinon, vous avez quand même un panel d'outils à votre disposition qui vous permettent de valoriser vos raisins, que ce soit petits ou à gros rendement. Concernant la correction du manque de structure maintenant. Alors il y a quelque chose qu'on utilise beaucoup en conventionnel, qu'on utilise aussi beaucoup dans des situations où on doit traiter des gros volumes de raisins, des grosses quantités. Donc quand on pense gros rendement, il faut penser qu'à la cave derrière aussi, ça veut dire qu'il va falloir débiter un peu plus, ça veut dire qu'on veut faire du volume. C'est tout ce qui est les thermotraitements. Donc en termes de thermotraitement, vous êtes limité à 70 degrés, ce qui vous permet de faire de la thermovinification classique. Par contre, ça ne vous permet pas de travailler avec des process type flash détente, alors qu'ils sont certes des process semi-industriels, puisque sur la flash détente, il faut monter à des températures de l'ordre de 80-90 degrés. Et on sait que la flash détente, c'est dans les thermotraitements des raisins rouges, et certainement une des modalités qui permet le plus d'extraction de matière. Et en ce qui concerne les macérations préfermentaires à chaud, c'est assez limité aussi, donc ça donne des profils organoleptiques très différents des vins par rapport à une thermovinification classique en phase liquide. Ça extrait plus, mais en général on recommande de démarrer avec des niveaux de température supérieurs à 70 degrés pour éviter d'être trop vite sur des températures moyennes avec des risques microbiologiques et avec des extractions limitées. Et donc vous, comme vous pouvez démarrer que à 70 degrés, c'est assez limité en termes d'efficacité et c'est un peu risqué comme pratique. Il s'est aussi développé maintenant des unités, c'est pour ça que j'ai mis cette petite photo, des unités mobiles qui font à façon chez vous à demeure sur des
volumes relativement modérés qui peuvent vous faire du thermotraitement pour faire de la thermovinification en phase liquide. Donc cet outil thermo peut vous permettre de concentrer quand même un peu certains raisins rouges et ça peut aussi vous permettre d'obtenir un type de profil organoleptique des vins très différent de ce que vous pourrez faire à côté en macération traditionnelle. La mise en œuvre de saignée est une pratique aussi qu'on utilise régulièrement pour concentrer un petit peu les rouges qu'on va obtenir. Alors la particularité de ça, c'est que vous allez vous retrouver avec des volumes de rosé, qu'il va falloir les gérer, il va falloir les valoriser, il va falloir leur trouver une place dans votre gamme. Ces rosés-là, quand ce n'est pas des rosés qui sont issus de raisins produits au vignoble vraiment pour faire du rosé, peuvent parfois avoir des caractéristiques qui ne sont pas le top de la qualité de ce que vous voulez faire. Donc il va vous falloir trouver une façon de les gérer, de les valoriser. Vous avez un certain nombre de produits à votre disposition, vous n'êtes pas limité notamment sur la gestion des couleurs par exemple, ce genre de choses, vous avez encore quelques outils. Pour compenser aussi ce manque de concentration, vous avez des intrants qui vous sont autorisés, tels que par exemple les tanins, les copeaux. Par contre, les LSI, qui peuvent faire partie des choses qui peuvent aider à corriger le manque de structure en bouche, pour vous, ce n'est pas possible. Et enfin, je vous avais parlé tout à l'heure de l'effet sur l'acidité. Tout ce qui va être correction des acidités, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, si vous avez des besoins de correction d'acidité sur vos équilibres de vin, vous n'êtes pas limité, vous avez un certain nombre de solutions à disposition. Ce que vous ne pouvez pas utiliser, c'est tout ce qui va être les méthodes physiques et l'acide L-malique qui pour vous n'est pas utilisable. Donc en synthèse, concernant l'impact de l'augmentation des rendements en fait, il est possible que vous vous trouviez confronté, selon les schémas culturaux que vous allez mettre en place au vignoble, à des raisins qui vont être peut-être un peu moins mûrs que ce que vous aviez l'habitude de travailler, un peu moins concentrés, avec des potentiels aromatiques un peu plus faibles et des potentiels couleurs un peu plus faibles. Ça veut dire qu'il va falloir adapter vos process de vinification, réfléchir à d'autres stratégies de valorisation. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir aussi penser à faire évoluer votre gamme et vous dire que vous allez faire des vins différents, vous allez faire des produits différents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça veut dire que c'est un style différent. On se doute bien qu'on ne peut pas faire les mêmes rouges avec des parcelles à 40 hectares, contrairement à des parcelles où on va sortir à 110 hecto-hectares. Mais d'un point de vue purement technologique de vinification, il n'y a quasiment pas d'impasse. Le fait que vous soyez en bio n'apporte pas beaucoup de contraintes par rapport à ça. Peut-être que ce à quoi vous allez être confronté, c'est un peu moins de panel dans les styles de vin, que vous allez un peu moins de variabilité, de styles de vin différents. Là où vous allez aussi avoir des limites éventuellement, c'est sur les solutions curatives, où il y a un certain nombre, je ne l'ai pas abordé ici, mais en cas de difficulté, je pense notamment au fameux Brettanomyces, que tout le monde connaît, il y a certains produits en bio auxquels vous n'avez pas droit, vous n'avez pas le droit au chitosane, vous êtes limité en SO2, donc vous avez un nombre plus limité de solutions curatives à votre disposition. Ce qui doit vous rendre encore plus vigilant sur le travail que vous allez mettre en œuvre en cave. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, vous devez être plus vigilant au vignoble sur un certain nombre de choses, beaucoup plus anticipé. En cave, ça va être la même chose. Et donc, globalement, vous avez peu d'impasse technique. Et je parle bien de peu d'impasse technique quand on est en bio. À partir du moment où on se met dans un contexte sans sulfite, plus en bio, plus agro-rendement, on augmente clairement les contraintes. Et là, on a peut-être plus de situations qui vont être délicate à gérer. Je vous remercie de votre attention. Le Chilpic de l'ICV à Latte, qui est responsable des expérimentations œnologiques. Est-ce que vous avez des questions, réactions? Un mot sur le lien que vous avez, vous, aujourd'hui, au sein de l'ICV et avec Sud 20 Bio. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on travaille ensemble. Déjà. Déjà. Depuis que Valérie, je crois, est arrivée à Sud 20 Bio, où on a mis en place très très vite des programmes d'expérimentation partagés autour de la maîtrise des sulfites, autour de la gestion de la nutrition, autour de la bioprotection maintenant. Voilà, ce qui nous permet d'avancer sur des thématiques qui les préoccupent.
Voilà, toujours en rapport avec l'évolution de la réglementation bio, il y a des thématiques qui se posent au niveau des itinéraires techniques de vinification et des problématiques qu'on essaye de travailler ensemble et avec d'autres partenaires. Est-ce qu'on trouve justement ce que vous avez pu évoquer ce matin à disposition? Alors, ce que j'ai évoqué là, non, pas du tout. Question. Parce que comme je vous le disais, ma connaissance, il n'y a pas d'études sur l'impact de l'augmentation des rendements au vignoble sur la qualité des vins proprement dit. Ça serait un très très vaste sujet, hein, parce qu'apparaît avec toutes les interventions au niveau des vinifications qu'il y a à en mettre en œuvre, c'est très multiparamétrique. Donc j'ai plus fait une synthèse à dire d'experts, enfin de certains aspects. Taillé sur mesure pour Millésime Taillé Bio sur aujourd'hui. mesure pour aujourd'hui, voilà. Mais il n'y a pas de travaux publiés dans ce sens-là. C'est peut-être un sujet auquel il faudrait réfléchir. Merci à vous Lucille Pic d'avoir été avec nous ce matin.